Bienvenue sur cette nouvelle série de vidéos qui couvrira les batailles majeures de la guerre de 100 ans. Ces vidéos sont longues et difficiles à produire, donc n'hésitez pas à me faire des retours dessus, en commentant la vidéo ou en la likant, en la partageant. Ça fait toujours plaisir, et je vous en serai grandement reconnaissant. For all English speakers, subtitles are available in the options. Et maintenant, allons nous replonger dans ce conflit tumultueux qu'est la guerre de 100 ans. Le matin du 14 août 1415, les habitants de Harfleur commencèrent leur journée de travail. Les pêcheurs se rendirent en mer, lorsque tout à coup, ils aperçurent à l'embouchure de la Seine une armada s'approchant vers la côte. L'invasion anglaise tant attendue avait débuté. Les grandes victoires de Crécy en 1346 et Poitiers en 1356 ont apporté de nombreuses terres à l'Angleterre. Mais suite à des négligences et à l'arrivée de la peste noire, une grande partie de ces territoires furent récupérés par la couronne de France. Le jeune roi Henri V d'Angleterre menait une invasion pour reprendre son dû. Il assiégea la ville de Harfleur. Cette place forte lui permettrait de lancer des raids sur le reste de la Normandie. La puissante armée anglaise de 11 000 hommes et 12 canons prendrait rapidement cette petite ville, défendue seulement par une garnison de 250 hommes. Les habitants envoyèrent des messagers pour quérir des renforts et prévenir de l'invasion. Mais personne ne vint à leur secours. Les Anglais ne parvinrent pas à pénétrer les fortifications, car les braves défenseurs lançaient des sorties la nuit pour déstabiliser les troupes. Après 6 semaines de siège sans résultat, l'armée anglaise était mal en point et ravagée par la maladie. Les troupes réussirent à détruire une tour. En sapant ses fondations, le commandant de la garnison, Raoul VI de Gaucourt, rendit la ville aux Anglais le lendemain. Avec la ville de Harfleur sous contrôle anglais, Henri se trouvait face à un dilemme. Son objectif était les forts et châteaux. Il espérait les prendre pour asseoir son autorité sur la région, subjuguer et taxer la campagne environnante. Tout cela afin de payer l'effort de guerre anglais. Cependant, le long siège de Harfleur a grandement décalé ses plans, et son armée se retrouvait désormais fatiguée avec l'hiver approchant. Les Anglais changèrent alors de plan. Désormais, ils laisseraient une garnison à Harfleur et rentreraient à Calais, en terrain anglais, pour reprendre l'offensive une fois l'hiver passé. Les conseillers du roi lui suggérèrent de rentrer comme ils étaient venus, par la mer. Mais cela n'était pas du goût d'Henri. Il voulait une campagne victorieuse et continuer à piller les terres de Normandie, qui lui revenaient de droit. Alors, l'armée anglaise se mit en route pour rejoindre Calais. Une grande chevauchée le long de la côte, pillant les villes et les villages. L'armée empruntait les mêmes routes qu'Édouard III avait prises durant ses chevauchées. Le connétable de France, Charles d'Albret, réunissait une armée française à Rouen. Les Anglais devaient se dépêcher pour atteindre Calais avant d'être rattrapés. Mais à la grande surprise de Henri, les ponts sur la Somme étaient gardés par des garnisons françaises. L'armée devait désormais trouver un moyen de traverser, et vite. Les troupes anglaises n'avaient pas prévu que cette campagne dure si longtemps, et les vivres diminuaient rapidement. Finalement, les éclaireurs trouvèrent un passage proche de Péronne. Les nouvelles étaient pourtant sombres pour les Anglais car l'armée française avait quitté Rouen. Alors, Henri ordonna une marche forcée jusqu'à Calais. Ses hommes étaient épuisés et affamés. En traversant la campagne normande, l'armée anglaise laissait des villages en cendres, mais également une traînée marron, la dysenterie, des diarrhées sanglantes et de la fièvre décimaient les troupes. L'armée anglaise n'était pas en condition de combattre. Mais jour après jour, les soldats se rapprochaient de Calais.
jusqu'au soir du 24 octobre. Sous une pluie diluvienne, les Anglais se rapprochèrent du village d'Azincourt et découvrirent le gros de l'armée française encampée, leur barrant la route vers Calais. Cette fois, il n'y avait plus d'échappatoire. Les Anglais allaient devoir combattre. Le matin du 25 octobre 1415, Henri ordonna à ses hommes de se mettre en position. Il voulait que les Français sachent que son armée était prête à combattre, malgré son piteux état. Le champ de bataille se trouvait dans une vallée, entre le village de Tramcourt et celui d'Azincourt. Les lourdes averses ont rendu le sol boueux. Mais ce n'est pas une simple boue, c'est le nord de la France. Le sol contient de l'argile, et les champs viennent d'être labourés. Le sol est glissant et collant. C'est la même boue que rencontreront les troupes de la Première Guerre mondiale dans leurs tranchées. L'armée anglaise comprend environ 8000 hommes, 5000 archers et 1000 hommes d'armes en armure lourde. L'armée française, elle, a grandement été exagérée par les écrits anglais. Les sources parlent de plus de 60 000 soldats, soit 10 fois plus que les Anglais. Cette propagande est démentie par les sources françaises. Les relevés de compte de la campagne montrent que l'armée française comprenait environ 6000 hommes d'armes et 3000 archers, arbalétriers, avec un soutien des communes de la région, pour un total d'environ 12 000 hommes, soit le double de l'armée anglaise. La propagande anglaise décrit également la composition de l'armée française comme ayant un grand nombre de chevaliers et d'hommes d'armes. Or, la majorité des troupes royales étaient de simples sergents et autres milices. Il est cependant certain que l'armée française avait un avantage en nombre d'hommes d'armes. 1 contre 6. Pour ce qui est de la cavalerie, les soldats français connaissaient les défaites de Crécy et de Poitiers. Ils savaient que la charge frontale n'était pas une bonne solution contre les archers. Ils décidèrent donc de combattre à pied. L'armée anglaise se positionne. 3 divisions d'hommes d'armes forment le centre du dispositif, avec des compagnies d'archers intercalées entre les chevaliers. La formation est ensuite encadrée par des archers d'élite sur les flancs. Henri mènera lui-même la division centrale avec sa garde rapprochée. Charles d'Arbray délaisse la stratégie et le commandement des troupes au maréchal Boucicaut, Jean II le Mingre, un fin stratège, mais un homme issu de petite noblesse, mal perçu par les autres nobles. Il forme son armée en 3 divisions. La première comprend un grand nombre de soldats à pied et des escadrons de cavalerie sur les flancs. La deuxième division est constituée de milices, et la troisième constituée de troupes de réserve, des écuyers, des archers et des arbalétriers, ainsi que des troupes des communes. Les archers anglais plantent des pieux dans le sol pour empêcher une charge frontale de la cavalerie, signature de l'armée française. Mais cette bataille ne sera pas un autre Crécy pour les Français. Ces derniers connaissent la puissance des longbows britanniques et ont un plan. Ils ne chargeront pas frontalement, mais utiliseront leur avantage numérique pour encercler les Anglais. Sur le front, rien ne se passe. Les Français se placent en marchant et attendent longuement. Ils savent que les troupes anglaises ne peuvent pas fuir. Henri, décidé à déclencher la bataille, ordonne à ses archers situés sur les flancs d'avancer pour harceler les Français et les pousser à l'offensive. La bataille vient de débuter. Les archers anglais savent que s'ils sont faits prisonniers, les nobles français n'auront aucune pitié. Ils se vengeront en leur coupant l'index et le majeur, les deux doigts utilisés pour tendre une corde. Les archers bandent leurs arcs, déversent des volées de flèches meurtrières sur la première ligne française. Les nobles, impatients d'en finir avec l'ennemi,
désorientés par les volées de flèches, chargent. La terre est boueuse et ralentit les chevaux, permettant aux archers d'ajuster leurs tirs. Les chevaliers sont contraints de charger une division d'hommes d'armes pour éviter les pieux. Une violente mêlée s'ensuit. L'infanterie française, bien décidée à supporter la cavalerie, s'avance à son tour sous les tirs constants des archers anglais. La première vague se replie en désordre. Certains chevaux percutent les formations de piétons, causant une grande désorganisation. De plus, la charge de cavalerie a retourné la terre sur les flancs et l'avancée des troupes se focalise donc vers le centre anglais. L'avancée est lente et les Français sont épuisés quand ils arrivent au contact. De nombreux chevaliers jettent leurs boucliers criblés de flèches et leurs lances pour fondre sur l'ennemi avec plus de vitesse et prendre l'ascendant au corps à corps. Le combat est féroce. Les nobles anglais, mieux équipés, tiennent les Français à distance avec des haches et des hallebardes. Ils visent les parties vulnérables des armures, l'entrejambe, le visage et les aisselles. Les soldats français, épuisés, sont rapidement taillés en pièces. Pendant que sur les flancs, les flèches continuent de pleuvoir. Certains cavaliers se sont reformés avec la seconde vague et décident de lancer une nouvelle charge. La deuxième vague suit le mouvement et traverse péniblement le champ, grandement ralenti par la boue et les cadavres de la première attaque. Mais ces nombreux renforts ne vont faire qu'aggraver la situation. Ils se heurtent aux hommes de la première vague, refluant vers l'arrière, rendant la manœuvre chaotique. Les soldats sont pressés les uns contre les autres. Certains ne peuvent même plus lever leurs armes. Du pain béni pour les archers anglais, qui ne peuvent pas manquer de compactes formations. Mais les chevaliers anglais sont contraints de reculer sous la pression, ce qui encourage les Français à poursuivre leur assaut. La ligne anglaise coule sous la pression et est contrainte de céder du terrain. Pas à pas, les Français avancent. Henri et sa garde sont mis à mal. Les haches fracassent les boucliers, les marteaux pénètrent les armures, les dagues se plantent dans la chair. C'est un bain de sang, un massacre. Les archers se joignent à la mêlée avec des gourdins, des haches, des marteaux et des épées. La bataille tourne au massacre pour l'armée française. Les Anglais continuent de tirer des salves meurtrières sur le bouclier français.
le moral de la ligne flanque. Les soldats anglais repoussent leur ennemi sur toute la ligne. À ce moment, les soldats comprennent que la bataille est bientôt gagnée et cherchent à faire des prisonniers. En voyant le désastre qui s'est emparé de l'armée française, la quasi-totalité de la troisième ligne fuit le champ de bataille. C'est alors que le jeune duc de Brabant arriva sur le champ de bataille avec ses hommes. Voulant activement participer et gagner du prestige, il décida de rallier le reste de la troisième ligne française et de charger. Il n'attendit pas que son armure arrive, il enfila la cuirasse d'un blessé, prit son épée et se lança à la tête des dernières forces françaises. Il chargea droit vers le roi anglais et sa garde de chevaliers. Les Français combattirent avec courage et acharnement, mais ils étaient désormais en infériorité numérique, et la déroute était inévitable. Le jeune duc est capturé avec de nombreux autres chevaliers. La bataille semble alors gagnée pour les Anglais, mais une troupe française est aperçue sur leurs arrières. Henri panique. Les Français ont réussi leur plan d'enveloppement. Il ne s'agit en fait que d'une troupe de 200 paysans, menée par Isambard, seigneur d'Azincourt, qui tente de piller le camp anglais. Paniqué, Henri ordonne le massacre systématique des prisonniers. Ces hommes protestent. Un grand nombre de ces prisonniers sont des nobles, qui une fois rançonnés, pourraient rendre un grand nombre de soldats anglais riches. Les conseillers du roi Henri lui suggèrent de renoncer à cette idée, car c'est un acte barbare qui va à l'encontre du code de la chevalerie. Il rentre dans une colère noire et ordonne à ses hommes de poursuivre les exécutions. Il fera couper la langue à tous ceux qui refusent cet ordre. Les soldats anglais alignent alors les prisonniers et leur fracassent le crâne à la hache. Ils les égorgent ou les poignardent à travers les défauts des armures. Certains nobles sont enfermés dans des granges auxquelles ils mettent le feu. Sans sa cotte d'armes, le duc de Brabant est pris pour un simple chevalier et égorgé. Seuls quelques grands nobles sont faits prisonniers. Il est 19h, Isambard bat en retraite. La bataille vient de prendre fin. Les Anglais perdent 13 chevaliers et 700 hommes dans les combats. Les Français subissent une humiliante défaite. Ils perdent un grand nombre de nobles. 5 grandes fosses sont creusées, chacune comprenant entre 800 et 1500 cadavres. Au total, c'est 2000 chevaliers
qui périssent, plusieurs ducs, dont le duc de Brabant, 5 comtes, 90 barons et 4000 autres soldats. De nombreux seigneurs meurent en captivité, des suites de leurs blessures après la bataille. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre en Europe. Les Anglais ne respectent pas les règles de la guerre. Une armée de paysans a défait la plus noble armée d'Europe. Une grande partie de la chrétienté fut choquée par ces nouvelles, d'autant plus que Henri n'était pas un vulgaire coupe-jarret, mais bien un roi. De retour en Angleterre, il fut accueilli en héros, et de nombreux poètes et artistes, comme William Shakespeare, immortalisèrent son exploit dans la culture populaire. Encore de nos jours, des films et des livres continuent de ressasser le récit de cette grande bataille. Pourtant, ce n'est pas le tournant dans la guerre de 100 ans. Cette victoire donna une large partie du territoire normand à la couronne anglaise. À ce moment, une scission apparut dans le camp français. Jean sans peur, duc de Bourgogne, était devenu le noble le plus puissant de la cour du roi. Plus puissant que le dauphin lui-même, la jalousie du dauphin Charles VII le poussa à commettre l'irréparable. Il arrangea une entrevue avec le duc. Lors de la discussion, les hommes du dauphin assassinèrent ce dernier en lui assénant un coup de hache sur le crâne. Ce qui suivit fut terrible pour le royaume. Les Bourguignons déclarèrent la guerre aux Armagnacs et au royaume de France et s'allièrent aux Anglais. 100 ans plus tard, François Ier examina le crâne de Jean sans peur et s'exclama : « C'est ici, c'est par ce trou que les Anglais sont rentrés en France. » En effet, la guerre civile va permettre à Henri de prendre Paris lors du traité de Troyes. Le roi de France, Charles VI, aussi connu sous le nom de Charles le Fou, accepta de marier sa fille Catherine de Valois à Henri. Leur fils serait le successeur de la couronne de France et d'Angleterre. Henri passa donc de longs mois à guerroyer en France. Mais en août 1442, il fut victime de dysenterie et succomba. Cet événement permettra à la France de reprendre des forces et de continuer le combat. Et ça, nous le verrons dans un prochain épisode. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Veni. Au plaisir de vous revoir.